À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokartov, on va commencer par un point sécuritaire après une nuit et une matinée toujours agitées. Oui, effectivement, les tirs de missiles se sont poursuivis durant toute la nuit et également en début de cette matinée à partir de l'Iran et du Liban. À plusieurs reprises, l'alerte rouge a été déclenchée dans les localités frontalières du nord d'Israël à la suite de tirs du Hezbollah. Il n'y a pas eu de blessés, fort heureusement. Après minuit, l'alerte a retenti dans la région de Lachish et dans le centre du pays. Il s'agissait cette fois de tirs de plusieurs missiles en provenance d'Iran qui ont tous été interceptés sans faire de blessés, mais en faisant quelques dégâts. Il y a également eu des tirs de missiles iraniens en direction de la Galilée occidentale durant la nuit, là encore sans faire de blessés. Ceci étant, l'armée de l'air israélienne a lancé durant la nuit une très vaste offensive contre des positions du régime iranien à Téhéran. Et puis les obsèques d'Ofer Moscovitz se tiendront aujourd'hui dans le nord du pays. Oui, Ofer Moscovitch, Mosco comme on l'appelait dans le nord du pays, avait 59 ans. Il était le porte-parole du kibbutz Misgav-Am, un des kibbutzim frontaliers avec la frontière israélo-libanaise. Il a été tué hier par un missile apparemment tiré par le Hezbollah, mais cela reste à confirmer, qui a frappé de plein fouet sa voiture. Moscovitch était une personnalité très connue, très appréciée dans le nord d'Israël. Il était entre autres le responsable des plantations d'avocats dans son kibbutz et avait récemment expliqué dans certains médias pourquoi il était important de rester sur place et de ne pas fuir les combats. Pour des raisons de sécurité, ces obsèques ne se tiendront pas à Misgava, mais dans un autre kibbutz, le kibbutz Amiad. Et dans ce contexte, 7 soldats israéliens ont été légèrement blessés au sud Liban et au nord d'Israël. Oui, 4 de ces soldats ont été blessés par l'explosion d'un réservoir. Un autre a été blessé par un drone ennemi et 2 autres dans un accident de travail. Les soldats ont été hospitalisés, leurs familles ont été prévenues. Et puis sur le terrain, Israël consolide sa pénétration au sud Liban. Oui, les brigades d'infanterie de Givati, de Golani, des parachutistes et du Nahal sont désormais en opération en territoire du sud Liban. Et dans le cadre de ce déploiement, Tsahal a annoncé sa nouvelle stratégie, frapper les axes logistiques du Hezbollah. Ainsi, hier, le ministre de la Défense, Israël Katz, a annoncé la destruction de tous les ponts qui se trouvent sur le Litani. Et Israël a publié des images de la destruction du pont de Kassamiwa. L'objectif est d'empêcher les forces du Hezbollah de passer du nord au sud et ainsi que de déjouer tout transfert d'armes vers le sud Liban. Je vous rappelle que Tsahal a éliminé samedi le commandant des forces d'élite de la force Radwan ainsi que 2 autres terroristes du Hezbollah. Le Premier ministre libanais, lui, a décidé de durcir le ton face au Hezbollah. Oui, Nawaf Salam a pris hier très nettement ses distances du mouvement terroriste chiite. Dans un entretien à une chaîne de télévision saoudienne, Nawaf Salam a affirmé qu'il n'a pas l'intention de céder au chantage du Hezbollah et que le Liban ne sera plus une base de départ pour lancer des attaques contre d'autres pays arabes. Certes, a-t-il dit qu'il ne voulait pas de confrontation directe avec le mouvement chiite, mais il a répété que l'initiative de négociation avec Israël sur le cessez-le-feu restait plus que jamais d'actualité. En Israël, on suit bien entendu de très près les déclarations du Premier ministre libanais ainsi que celles d'autres députés du pays du Cèdre et l'on considère qu'il s'agit là pour la première fois d'une réelle volonté de la part des dirigeants libanais de se démarquer de l'emprise nocive de l'Iran sur le pays. Le porte-parole de Tsahal, lui, le général Efi Defrin, Daniel, a donné un point de presse hier soir. Et au cours de ce point de presse, le général Defrin est revenu sur les impacts des missiles iraniens sur les villes de Dimona et d'Arad qui ont fait samedi soir plus de 150 blessés. Il a affirmé que l'enquête de Tsahal avait établi qu'il y avait 2 explications différentes à l'échec de l'interception des 2 missiles dans les 2 villes. Il a indiqué que la probabilité d'une interception de missiles est de plus de 90%, mais que le ciel israélien n'est pas entièrement hermétique. En Israël, on suit de très près aussi les derniers développements dans le détroit d'Ormuz. Oui, alors que l'ultimatum lancé par le président Trump aux Iraniens doit prendre fin ce soir, côté israélien, on espère que le président américain frappera les installations énergétiques de l'Iran, mais l'on estime que la mise en garde de Donald Trump ne modifiera pas la réalité réelle sur le détroit d'Ormuz. Et puis Donald Trump a exprimé son intention de se rendre en Israël le mois prochain. Oui, il faut rappeler que le président américain s'est vu décerner le prix d'Israël à titre exceptionnel pour son soutien indéfectible à l'État hébreu. Et la cérémonie de remise du prix d'Israël se tiendra à la fin des festivités du Yom HaAtzmaut en avril prochain. Dans une interview exclusive à la chaîne 14 de la télévision israélienne, le président Trump a confirmé son intention de venir à Jérusalem pour y recevoir son prix. Côté israélien, on espère qu'une telle visite scellera officiellement le statut d'Israël comme allié privilégié des États-Unis.
Et puis très rapidement, Daniel, dans le Golfe Persique, les Émirats Arabes Unis veulent aussi un changement d'approche envers l'Iran. Oui, c'est Anwar Gargash, l'un des principaux conseillers de Mohammed Ibn Zayed, le président des Émirats, qui l'affirme. Selon lui, la guerre ne doit pas s'achever par un cessez-le-feu, mais par une réponse ferme et prolongée aux menaces iraniennes. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera plus dégagé, ensoleillé sur l'ensemble du pays, mais avec certaines régions qui resteront couvertes avec des pluies éparses. Les températures sont en légère hausse. 15 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 19 à Tel Aviv, à Ashdod et Beersheva, 18 à Haïfa et Netanya et 23 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Arash Darambarch. Arash, bonjour. Bonjour à vous et merci pour votre invitation. Merci d'accepter de répondre à nos questions de Simon Matin en France, alors que on peut supposer que la soirée d'hier pour vous a été longue après les résultats des municipales. On parlera à la fin de notre entretien, on dira un mot sur les résultats des municipales parce que vous êtes adjoint au maire de Courbevoie. Mais je voudrais avant tout revenir sur le dossier qui nous préoccupe ici, en particulier en Israël, à savoir celui du régime iranien. On a le sentiment que la chute de ce régime que l'on attendait en Israël en particulier se fait attendre et que le régime résiste, si je peux utiliser ce terme, plus qu'on ne le pensait. Est-ce que c'est une fausse impression à votre avis ? D'abord, bonjour à vous et merci pour votre invitation. Merci à vous. Je voulais d'abord transmettre mes amitiés et mes salutations d'abord à votre population qui a subi des frappes, notamment du régime islamique il y a quelques jours. Et donc sachez que tous les Iraniens du monde entier, peu importe même de la diaspora, vous apportent un soutien, une solidarité sans faille, que personne ne s'y méprenne. Dans une guerre, vous savez monsieur, ça ne se fait pas en 2 jours. Je sais que dans notre époque, tout doit se faire rapidement et dans tous les domaines... on n'a pas de patience, mais voilà, c'est quelque chose qui ne se fait pas en 2 jours, en 3 jours. Ce qu'a entrepris Israël et ce que font les États-Unis, c'est quelque chose de très courageux que tous les Iraniens du monde entier attendaient depuis 47 ans. D'abord, avoir abattu tous les grands dignitaires, ou quasiment tous, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Vous en parlerez avec M. Horowitz. Mais je peux vous dire qu'une chose, c'est déjà une première victoire d'avoir tué tous ces assassins. Voilà. Alors donc, oui, effectivement, on le sent, on sent qu'effectivement le régime s'affaiblit, mais on est tout de même assez surpris d'abord de 2 choses, on va dire peut-être. D'abord, ses capacités à continuer à tirer, y compris sur des zones stratégiques, comme on l'a vu à Diego Garcia avant-hier, mais aussi on s'étonne un peu et on se pose la question, et peut-être que vous allez nous aider à y répondre, est-ce que véritablement le peuple iranien, on va dire l'opposition iranienne, dans les grandes villes comme Téhéran, comme Ispahan, comme Shiraz, est-ce que le peuple est prêt à descendre dans la rue ou alors, à force finalement d'attendre, il se démobilise ? Alors, dans votre question, il y a en réalité 2 idées. La première, c'est est-ce que la population iranienne a le courage d'aller dans la rue ? Oui, en fait, elle le fait. Simplement, dans la nuit du 8 au 9 janvier, il y a eu 40 000 morts minimum. Je dis bien minimum parce que le jour où on aura les vrais chiffres, je pense que ça sera beaucoup plus. Le problème, c'est que les Iraniens n'ont pas d'armes. C'est une population qui a envie de renverser le pouvoir, le régime, mais qui n'a pas d'armes. Et le pouvoir islamique, qui est en place aujourd'hui, a utilisé des armes lourdes et en faisant appel à des milices irakiennes, syriennes ou afghanes. Donc on a une population qui se fait tirer dessus par des milices étrangères. Et après on dit, quand il y a une intervention étrangère de Israël et des États-Unis, il ne faut pas d'ingérence étrangère. Sauf que le régime fait une intervention étrangère, mais dans ses intérêts. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a une alternative, une alternance ? Et oui, c'est le Shah d'Iran. Pourquoi ? Parce que vous avez en réalité 3 possibilités, monsieur. Vous avez soit les mollahs, qui sont en place, on les connaît, ça fait 47 ans que tout le monde les subit, on n'en veut plus. La deuxième, ce sont les moudjahidines du peuple. Ce sont des islamistes marxistes ultra minoritaires. Ce sont des gens qui sont très dangereux, qui utilisent la lutte armée, et ils sont considérés comme une secte dans beaucoup de pays. On n'en veut pas, et personne n'en veut. La troisième, c'est un héritage millénaire qui date de 3000, 4000 ans, de la Perse antique jusqu'à aujourd'hui, c'est la royauté.
le jeune prince héritier, qui est le fils de l'ancien Shah d'Iran qui avait été chassé, a promis des choses. D'abord, la garantie des libertés individuelles et des droits fondamentaux. C'est quelque chose de, quand même de très important. Il a promis également l'instauration d'une monarchie parlementaire. C'est quand même quelque chose de très important, comme en Angleterre, comme en Suède, comme au Danemark ou en Espagne. Je ne pense pas que ces pays soient des dictatures. Bon. Il a promis des élections absolument indépendantes, qui soient garanties par les Nations Unies, et c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte aussi. Bon. Et puis surtout, et avant tout, il a promis un réalignement des stratégies géopolitiques au Proche et au Moyen-Orient. Oui. Les accords d'Abraham, c'est pas rien, monsieur. Remettre en place un accord entre l'Iran, les États-Unis et Israël, c'est que vous rabattez les cartes, et pas simplement en Asie, mais dans le monde. Parce que si Israël a un soutien puissant, ce sont des garanties pour vous. Ce sont des garanties pour la France, pour l'Union européenne. Moi, ce que je vous dis simplement, oui, mais la question, elle est là. Oui, mais la question, c'est est-ce que effectivement le prince Reza Pahlavi rassemble, on va dire, l'ensemble du peuple iranien, en fait, de ceux qui sont opposés au régime actuel, c'est-à-dire pas seulement, on va dire, les Perses, mais aussi, on va dire, les minorités ethniques, les Kurdes, les Azéris, tous les autres qui pourraient avoir profité de ce changement pour peut-être revendiquer ou une forme d'autonomie ou même peut-être une indépendance. Est-ce que aujourd'hui, Reza Pahlavi rassemble tous les opposants ? Alors c'est intéressant votre question parce que, vous voyez, je vais apporter de l'eau à votre moulin. Excusez-moi d'être un peu trivial, hein, mais pendant longtemps, les artistes et les gauchistes disaient nous, on ne veut pas de Shah, c'est la SAVAK, vous savez, bon, oui. C'est pas pour autant qu'en France, on n'avait pas le SAC et aux États-Unis, on n'avait pas le CIA, mais c'est pas grave. Il y avait un contexte géopolitique, mais bon, c'est l'époque. Aujourd'hui, vous savez, la culture et la bêtise. Mais je m'aperçois que même les personnes qui sont un peu tendances dans le milieu artistique, Shirin Ebadi notamment, même d'ailleurs, tenez-vous bien, un Golshifteh, Farahani, qui a le vent en poupe dans l'intelligentsia française, même ces gens-là arrivent petit à petit à citer le nom de Reza Pahlavi. Vous voyez, même Shirin Ebadi, pour vous dire. Alors c'est vrai que c'est la mode un peu de nommer comme ça, de désigner comme ça prix Nobel de la paix, des personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup prouvé, et c'est pas grave. Mais même ces personnes-là aujourd'hui sont à côté de Reza Pahlavi. Moi, je vais vous dire une chose très simple. Moi, je suis né en France, donc je suis le produit même de cette révolution, parce que je suis né en 1979, monsieur. Mais moi-même, qui suis de la diaspora, je constate une chose très simple. Dans toutes les manifestations que nous faisons, dans tous les débats, dans toutes les discussions, les échanges du monde entier, il y a 10 millions d'Iraniens dans le monde entier. Bon. Et puis, il y a 90 millions d'Iraniens en Iran. Moi, j'ai la moitié de ma famille qui vit en Iran aujourd'hui. 9 personnes sur 10 souhaitent le retour du Shah d'Iran. 9 personnes sur 10, avec les garanties que je vous donne. Donc, c'est pour ça que ça me fait un peu sourire quand des gens qui ne connaissent pas du tout l'Iran, qui n'y sont jamais allés, ou qui n'ont pas de relais, disent le contraire, qui sont notamment invités sur le service public français. Non, il faut être sérieux 2 minutes. L'immense majorité souhaite le retour du Shah d'Iran. C'est dans les intérêts d'Israël, c'est dans les intérêts de la France notamment, qui aujourd'hui, je vous le redis, on l'a vu dans les élections municipales hier, et on va les voir dans les prochaines élections, sont déstabilisés aujourd'hui par l'intégrisme. Et ça, c'est très dangereux pour nos pays à nous et pour les Occidentaux. C'est pour ça que le Shah d'Iran, pour qu'il vienne aujourd'hui au pouvoir, ça sera une garantie pour nous les Occidentaux aussi. Et ça ne sera pas la marionnette de qui que ce soit, je peux vous le dire, parce que ce monsieur est très structuré intellectuellement, il est entouré par des gens sérieux et compétents, et il y aura une transition, comme tout se fait dans tous les pays démocratiques, comme l'Afrique du Sud aujourd'hui d'ailleurs, mais comme ça a eu lieu aussi en Allemagne, où il y a eu notamment les procès de Nuremberg, il y aura ces procès-là. Et chacun aura des comptes à rendre devant la justice par rapport à tous les méfaits et les crimes qui ont été commis. Alors à propos de compte à rendre, je rebondis sur cette dernière phrase. Vous êtes déçu de ne pas bénéficier d'un soutien, en tout cas l'opposition iranienne, on va dire de ceux qui se sont mobilisés pendant 2 ans et demi depuis le 7 octobre pour soutenir la cause palestinienne, y compris parfois pour cautionner les actes du Hamas, de voir que finalement ces âmes éclairées eh bien, ne sont pas au rendez-vous pour soutenir l'opposition iranienne ? D'abord, il y a plusieurs choses différentes. Les gens mélangent tout. Vous savez, monsieur, moi d'abord, le 7 octobre, comme tous mes amis d'origine iranienne, on était à côté de nos amis juifs et israéliens.
Il n'y a même pas de discussion, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de... il n'y a pas de discussion là-dessus. Un crime d'une puissance invraisemblable a été perpétué contre vos compatriotes. La solidarité est totale et absolue. La deuxième chose, moi je nuance la situation iranienne des autres conflits. Parce que je ne voudrais pas qu'on parasite la situation iranienne avec les autres conflits. Je l'ai vu d'ailleurs parce que, ayant été un élu en France sur cette période, ayant été en première ligne, notamment dans les manifestations, j'ai vu des personnes qui sont d'origine musulmane qui ont dit oui, mais Palestine, oui, mais ça n'a rien à voir en fait. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a des gens qui sont hors sujet et qui ne connaissent pas le sujet de l'Iran. Nous, les Iraniens disent merci à Israël. Ils disent merci aux États-Unis. Voilà. Si ça avait été d'autres pays qui l'avaient fait, eh ben, ces pays auraient été remerciés également. Sauf que, oui, mais, voilà. Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que, justement, c'est parce que l'opposition iranienne s'identifie tellement à l'État d'Israël et aux Israéliens que finalement, eh bien, elle n'est peut-être pas aussi populaire qu'elle aurait dû l'être dans la logique dans certains cercles, on va dire, de gauche ou, on va dire... Vous voyez non, mais je comprends votre question, mais en réalité... On ne va pas s'y méprendre, monsieur. Les gens qui n'aiment pas Israël, c'est parce qu'ils n'aiment pas les Juifs, tout simplement. Voilà, on est d'accord. Mais on ne va pas tourner autour du pot. Ce n'est pas une histoire d'antisionisme, tout ça. Vous savez, tout ça, c'est du bluff. Voilà. Moi, je remercie Israël. Ce que fait Israël est exceptionnel. Il n'y a pas de nuance, encore une fois, là-dessus. Tous les Iraniens du monde entier, je viens les 99% des Iraniens du monde entier, des Iraniens même en Iran, disent merci à Bibi et à Trump. Donc, vous savez, je ne vais pas me laisser influencer pour quelconque élection, pour quelconque courant de pensée. Non, moi j'ai ma façon de penser, j'ai 47 ans, 46 ans aujourd'hui, je vais avoir 47 ans au mois de juillet, j'ai quand même un petit parcours personnel, je pense que tous les gens qui m'entourent aussi sont très structurés intellectuellement, voilà, je ne suis pas idéologiquement, si vous voulez, influencé par quelque intégriste soit-il. Bon, ceci étant, chacun parfois commet des erreurs, Israël, la France ou d'autres, voilà, personne n'est parfait. Moi je parle sur le dossier iranien. Israël a eu le courage de faire quelque chose qu'aucun pays au monde n'a fait. Voilà. Alors évidemment, il y a des raisons. Monsieur Rafovitch va vous le dire également, qui est un officier de l'armée israélienne. Voilà, il y a une guerre existentielle pour Israël. Chacun a ses intérêts dans cette affaire. Mais pour les Iraniens, cette guerre existentielle qui est pour Israël, c'est aussi aujourd'hui une guerre existentielle pour les Iraniens. Pardon, ça fait 47 ans qu'il y a eu des centaines de milliers de morts, d'emprisonnés, de violés, de personnes violées. Voilà, les gens n'en peuvent plus, monsieur. Les gens n'en peuvent plus de tous ces conflits-là. Parfois, vous savez, je dis toujours, pour arrêter un conflit, il faut passer par le rapport de force. Je savais très bien, moi, depuis longtemps que ça allait se passer comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, on subit l'immobilisme, le laxisme de la France, des pays de l'Occident, et que ce rapport de force aurait dû avoir lieu depuis longtemps, sauf qu'on a trop joué avec le feu. Alors on va dire un mot pour terminer notre entretien de ce qui s'est passé hier en France, le second tour des municipales. Vous étiez donc adjoint au maire de Courbevoie. Je ne sais pas pour quelle formation politique, mais comment vous analysez-vous les résultats ? On va dire peut-être une sorte d'échec ou de semi-échec de l'alliance entre le PS et le LFI. Quelle est votre analyse à chaud ? Écoutez, il y a des élus dont je ne partage pas du tout leur idéologie, qui sont sortis par la grande porte. Voilà, je ne partage pas, en fait, si vous voulez, je ne suis pas de gauche. J'ai une sensibilité de gauche, puisque je suis à l'origine de la loi contre le gaspillage alimentaire. Oui, effectivement, c'est votre cheval de bataille. Bien sûr. J'espère un jour d'ailleurs que ça sera appliqué en Israël. C'est une loi qui permet la distribution de plus de 10 millions de repas par an, monsieur. Oui. Aux démunis, aux associations caritatives. C'est quelque chose qui n'est pas de courant de gauche ou droite. Mais vous voyez, par exemple, Emmanuel Grégoire ne s'est pas affilié avec les LFI. Voilà. Je ne partage pas mes idées avec son parti politique, mais au moins, le fait qu'il ait gagné, sans être mis avec la France insoumise, comme d'ailleurs M. Payan à Marseille, ça les fait grandir. Voilà, je leur dis donc pour ça, bravo. Pour ce qui est du reste, je trouve que ce qui s'est passé durant ces élections, à la fin de ces élections, est assez incroyable. Être allé faire la danse du ventre devant la communauté musulmane juste après l'Aïd, pour moi, est une indignité totale de la part des élus français. Voilà, on ne drague pas une religion de cette façon pendant une élection, c'est une indignité absolue. Je pense qu'il faudra sortir à un moment donné par la grande porte pour tous les élus français, faire de la pédagogie, pour qu'on se retrouve tous autour de valeurs patriotiques. Sauf que malheureusement, je vous le dis, j'ai très peur en ce moment que ce qui se passe en France est en train de devenir en Angleterre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de se gargariser vers une religion, la religion musulmane, et
Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faudrait ramener tout le monde vers des valeurs patriotiques, on va dire fraternelles, universelles, françaises. Et c'est ça qui doit nous réunir aujourd'hui. C'est pas une religion qui doit nous réunir aujourd'hui en France. Ce sont des valeurs de la République française. Et ce sont ces valeurs-là aujourd'hui qui, malheureusement, sont en train de se perdre. Eh bien, Arash Darambar, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre. Également à Ilana, qui est une journaliste extraordinaire que je suis sur Instagram. Oui, effectivement. Formidable. Alors, on lui transmettra. Mais voilà. Je voulais souligner que vous êtes l'auteur récent d'un livre qui est sorti, donc il y a quelques semaines, si je ne m'abuse, Stop au gaspillage alimentaire. On le disait à l'instant, c'est un de vos chevaux de bataille les plus importants. 10 ans de combat pour vous, l'histoire d'une victoire citoyenne. Je crois que c'est aux éditions Fayard. Donc, j'espère un jour en Israël. Voilà, on espère le trouver en Israël et peut-être que vous viendrez à cette occasion pour nous le présenter. En tout cas, merci beaucoup, Arash, d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous, au revoir. Bip est un personnage intemporel, tout en étant proche de mes rêves d'enfant. Il se cogne à la vie, qui est à la fois un grand cirque et un grand mystère. Et j'aime à dire qu'il finit toujours vaincu, mais toujours vainqueur. Il est tout ensemble, l'homme de la rue, un vagabond du quotidien, et l'homme universel affrontant le tragicomique de l'existence. Il est l'homme, tout simplement, se montrant dans la nudité et la fragilité de son être. C'est Marcel Marceau qui parle ici. Il décrit le personnage qui a fait de lui le grand mime Marceau, mais moi, j'y vois une belle description de ce que nous vivons en Israël, et je me plais à l'imaginer nous accompagner dans notre routine de guerre sous les missiles. Il mimerait à perfection nos regards apeurés ou stupéfaits lorsque l'on entend la préalerte, la résignation quand la sirène se déclenche, l'attention à son comble pour détecter le vacarme des missiles interceptés dans le ciel, et puis le retour à la vie soi-disant normale quand on nous prévient qu'il est possible de sortir de l'abri en toute sécurité. Gestuelle du corps en mode survie, expression de l'humain face à l'incertitude de son destin, et puis tous ces petits imprévus qui se faufilent parfois dans cette tragédie pour la transformer en de grands fous rires dans l'abri public en dessous de la cage d'escalier. Il aurait aimé ça, le mime Marceau. La tête de la voisine avec son dentifrice sur le menton, les amoureux dont le visage tout rose témoigne encore de leur récent baiser, l'adolescent fraîchement parfumé en prévision d'un furtif échange de regards avec la jeune fille du 3e étage, le vieil homme grincheux qui décide de raconter une blague nulle, ou encore le livreur de pizza qui cogne à la porte de l'abri pour livrer sa marchandise à Madame Cohen comme si de rien n'était. Quel beau matériau pour Marcel Marceau. Vous le voyez comme moi, sur scène, incarner le peuple d'Israël sous les bombes à fragmentation envoyées par les mollahs fanatiques qui ne craignent absolument pas d'être accusés de crimes de guerre. Mais au fait, peut-être que certains ne savent pas qui est cet artiste du geste absolu. Né à Strasbourg le 22 mars 23, Marcel Marceau est le second fils de Charles Manguel, boucher cachère, qui aurait aimé être chanteur, et d'Anna Wersberg, passionnée par les livres. Été 42, Marcel Marceau est moniteur de théâtre à la maison d'enfants du couple Agnauer à Sèvres, un internat qui cache des enfants juifs, où il est connu sous son nom de totem, Kangourou. Il donne des cours de théâtre aux enfants pour leur permettre de conjurer leur peur. Sous l'influence de son cousin, grand résistant, et de son frère, Marcel rejoint la résistance en 42 à Limoges. Il prend alors le pseudonyme de Marceau. En 44, le père de Marcel est arrêté à Limoges et déporté à Auschwitz, où il est assassiné. Après la guerre, Marcel Marceau devient l'élève de Charles Dulin, de Jean-Louis Barrault et d'Étienne Decroux, qui établit la grammaire de l'art du mime. C'est parce qu'il a une voix de gorge sourde, voilée, très handicapante pour son futur métier de comédien, que Marcel décide de devenir mime. Au théâtre de Poche-Montparnasse, le 22 mars 47, jour du 24e anniversaire de l'artiste, sort de l'ombre des coulisses un drôle de personnage, Bip, Pierrot lunaire, hurluberlu blafard, à l'œil charbonneux et à la bouche déchirée d'un trait rouge, un drôle de haute forme sur la tête, une fleur rouge tremblotante, servant de panache à ce Don Quichotte dégingandé en lutte contre les moulins à vent de l'existence. Bip était né, aussi indissociable de Marceau que Charlot de Chaplin. Dans mes pantomimes,
au théâtre, je peux construire un monde tel que je voudrais qu'il soit. Montrer la déchirure, le mal, en ne montrant pas l'abandon, mais un cri d'espoir. Marcel, décidément, le quotidien des Israéliens en temps de guerre t'aurait vraiment inspiré. Sous le mal iranien, nous n'abandonnons pas, car nous sommes emplis d'espoir. Et ce matin, les manchettes des grands quotidiens israéliens, le Yediot Aharonot et le Israel Hayom, sont consacrées à la fin de l'ultimatum lancé par le président Trump à l'Iran. L'ultimatum qui déterminera la suite du conflit, titre donc ce matin le Israel Hayom en manchette. Il s'agit de cette exigence du président américain, soit l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz à la circulation maritime, soit les Américains bombarderont les principales centrales d'énergie iraniennes. En attendant, Donald Trump vérifie des options allant de la formation d'une coalition internationale à la conquête terrestre du détroit d'Ormuz par les marines américains. Et pour illustrer ce titre, le Israel Hayom nous montre ce matin une photo des puits de gaz iraniens en feu. Le Yediot Aharonot titre lui aussi donc sur l'ultimatum de Donald Trump. Le journal nous montre le président américain sur fond d'une photo du détroit d'Ormuz et le journal titre « Tout est dans la tête de Donald Trump ». C'est ce soir que l'ultimatum du président américain doit se terminer. Et dans le Golfe Persique, on met en garde face à une réaction des Iraniens, une frappe américaine contre une centrale électrique iranienne. Une telle riposte risque de porter un coup dur à l'économie mondiale, dit-on. Mais il y a aussi ce matin dans le Yediot Aharonot un espoir, celui de voir un effort international afin de présenter un accord qui marquerait la fin des combats. Nadav Eyal, l'éditorialiste du Yediot Aharonot, écrit que l'ouverture par l'Iran du détroit serait comparable à une véritable reddition de sa part, mais l'Occident redoute également une telle opération qui prendra du temps et qui risque de coûter cher en vie humaine. Pour Nadav Eyal, l'Iran peut asphyxier l'économie mondiale en maintenant fermé le détroit d'Ormuz, mais une opération terrestre américaine provoquera également une crise économique d'envergure internationale. Que peut-on lire dans les quotidiens israéliens autour de la crise actuelle ? Dodi Kogan écrit ce matin dans le Israel Hayom que les Américains semblent préparer une opération terrestre de conquête du détroit d'Ormuz avec un sentiment. Les Iraniens ne renonceront pas rapidement à leur atout maître, ce fameux détroit, situé au cœur stratégique du Golfe Persique. Ariel Kahana, lui, met en garde Binyamin Netanyahou. Ne vous laissez pas attirer par le jeu des Iraniens. Israël n'a pas à aller combattre pour libérer le détroit d'Ormuz. Il doit rester focalisé par ses objectifs premiers, entre autres le changement de régime. Et si le régime actuel tombe en Iran, de toutes les manières, le détroit sera rouvert, écrit Ariel Kahana. Quant à Meir Ben Shabbat, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Binyamin Netanyahou, il estime que les Iraniens tentent de nous pousser vers une guerre d'usure, mais il est évident aujourd'hui que toute attaque supplémentaire d'Israël ébranlera le régime et affaiblira son pouvoir. Enfin, Beni Sabti parle du cannibalisme de l'Iran et suggère à ses lecteurs de ne pas confondre résilience iranienne et cruauté du régime, un régime qui dévore ses ressources naturelles uniquement dans le but de préserver son pouvoir. Fin de citation. Dans le Israel Hayom, l'ancien ambassadeur d'Israël, Dror Idar, fait un zoom out sur les véritables objectifs de l'islam chiite. Et Dror Idar, qui a été ambassadeur d'Israël en Italie, se penche en particulier sur le tir de missiles balistiques iraniens qui s'est abattu vendredi sur le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Selon lui, cette attaque reflète parfaitement les objectifs réels des mollahs. Au nom de l'islam, l'Iran aspire à la disparition de la civilisation occidentale. Dror Idar considère qu'en tentant de tirer des missiles sur les lieux saints, le régime iranien veut prouver que c'est l'islam qui contrôle ces lieux. Et puis dans le Israel Hayom, on peut lire ce matin un témoignage intéressant. Il s'agit du témoignage de D, 28 ans, qui a grandi à Téhéran, qui s'est enfui d'Iran en passant par la frontière avec la Turquie, qui a fait son alia, qui a servi dans Tsahal, dans une unité top secret. Son père est resté lui au Liban. Il a été emprisonné dans une prison qui a été bombardée, mais il ne sait pas encore ce qu'il est advenu de lui. Interrogé par le Israel Hayom, il fait part de son dilemme entre la volonté de défendre bien entendu l'État d'Israël, son pays, et la raison qui aspire à un réel changement en Iran, un changement de régime en Iran.
Tous les quotidiens israéliens et les sites d'information commentent la mort d'Ofer Moshkovitz hier à Misgab Am dans l'extrême nord d'Israël. Ofer Moshkovitz était l'une des figures les plus emblématiques parmi les agriculteurs du nord d'Israël. Il avait 59 ans. Il a été tué de plein fouet apparemment par un missile tiré par le Hezbollah contre son moshav de Misgab Am. Il était le directeur des plantations d'avocats dans le kibbutz de Misgab Am. Jeudi dernier, il avait déclaré à un média israélien qu'il était conscient du danger qu'il encourait en restant dans ses plantations. Et le Yediot Aharonot donne ce matin la parole à Moti Yafé, un autre agriculteur qui reconnaît vivre actuellement des journées particulièrement difficiles avec les bombardements du Hezbollah, mais qui reste optimiste et qui n'a pas l'intention d'abandonner le nord d'Israël. Les quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur la mort de Yehuda Sherman, 18 ans, dans un attentat avant-hier en Samarie. Les sites d'information nous ont fait partager les obsèques émouvantes de ce jeune garçon qui était visiblement très connu et dont la famille était particulièrement respectable. Mais Nahum Barnea ne prend pas ce matin le temps de s'émouvoir de la mort d'un jeune Israélien. Il préfère s'en prendre aux habitants juifs qui usent, selon lui, de violence contre les Palestiniens de Judée-Samarie. Il affirme que l'armée en a assez d'être confrontée à cette série de hors-la-loi parmi les jeunes des collines, au point de menacer de se soulever. Et oui, c'est Barnea qui l'affirme, mais à contrario, Amichai Attali, dans la même double page éditoriale du Yediot Aharonot, écrit ce matin sur ce qui est pour lui le véritable sionisme en 2026. Et pour Amichai Attali, il s'agit de ces jeunes qui vivent dans les fermes que le courant principal des jeunes de collines ont installées donc sur les collines de Samarie ces dernières années. Ces fermes sont le gilet pare-balles qui protège actuellement l'ensemble de l'État d'Israël, et il déplore que Yehuda Sherman ait dû payer le prix lourd de sa vie pour défendre une telle réalisation. Mais Amichai Attali en est persuadé, la mort de Yehuda Sherman ne sera pas en vain. Fin de citation. Et puis pour terminer, le Maariv nous révèle ce matin dans sa page d'ouverture une information de politique intérieure importante. Le Maariv reprend en effet une révélation faite par Moti Castel sur la chaîne 14 hier. Il nous indique que Binyamin Netanyahou et plusieurs de ses ministres les plus influents dans le gouvernement ont tenu ces derniers jours des consultations sur la date des prochaines élections législatives. Il a été question d'élections le 1er septembre prochain, mais visiblement tout porte à croire que ces élections se tiendront finalement à leur date initialement prévue, c'est-à-dire le 27 octobre prochain. C'est la fin de cette revue de la presse. Colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Boker, Daniel. Porte-parole de Tsahal pour les médias francophones. Nous voulons faire le point avec vous sur ce qui s'est passé ces 2 derniers jours en particulier. Je voudrais qu'on revienne sur les tirs de missiles en direction d'Arad et de Dimona samedi soir, qui ont fait plus de 150 blessés. Le porte-parole de Tsahal a réagi. Je voudrais un peu vous nous expliquiez un peu ce qui s'est passé là-bas et pourquoi finalement, on va dire, les systèmes de défense n'ont pas réussi à intercepter les missiles. Comme vous le savez, à 92%, parfois même plus, nous avons un taux de réussite d'interception des missiles depuis le début de la guerre, ce qui est quelque chose qui est unique au monde. Là, effectivement, dans les 2 cas, les systèmes ont été activés, mais l'interception n'a pas réussi en tant que telle. Et l'armée de l'air et les services spéciaux de l'unité d'interception des missiles enquêtent et regardent, mais ce n'est en aucun cas un problème structurel, c'est un problème ponctuel qui va être et qui a déjà été solutionné. Qui a été déjà solutionné, mais est-ce que par exemple ça peut être lié au fait que ce sont les échecs ont été focalisés dans le sud, alors que peut-être on va dire que les batteries de missiles qui sont dans le centre, elles ont plus d'expérience dans la neutralisation des missiles iraniens? En aucun cas, tout le territoire israélien du nord au sud, de l'est à l'ouest est protégé et quadrillé, et il n'y a pas ici de différence entre les différents polygones de protection. Tout le territoire est protégé, donc en aucun cas c'est dû à un type de protection qui serait différent d'une autre région d'Israël.
Alors, je voudrais que l'on revienne d'abord sur le front qui, d'une certaine manière, est plus proche de nous et nous préoccupe. C'est celui du Sud-Liban, avec l'entrée à l'intérieur du Sud-Liban de plusieurs divisions de l'armée israélienne, avec, on va dire, quasiment toutes les brigades de l'infanterie israélienne qui sont apparemment présentes dans la région. Est-ce que on doit s'attendre à une intensification ou alors à une offensive de plus grande amplitude de la part de l'armée israélienne dans les prochains jours, les prochaines semaines? Qu'est-ce qui se passe dans cette zone au-dessus de la frontière israélo-libanaise, quelque part entre le Litanie et la frontière? Tout d'abord, vous avez raison, il y a actuellement 2 divisions de Tzahal, la division 36 et la division 91, mais il y a également 2 autres divisions qui sont le long de la frontière israélo-libanaise, qui sont là en backup, et nous sommes dans une opération de grande intensité qui va s'élargir et qui va s'approfondir pour mettre un terme à la présence du Hezbollah comme danger et menace permanente pour les villes et les villages du nord d'Israël. Et il faut s'attendre effectivement à un temps long de cette opération et surtout à un accroissement des forces en présence de Tzahal pour mettre un terme à la menace du Hezbollah. Alors, pourquoi l'armée israélienne a bombardé ces derniers jours les ponts qui reliaient, on va dire, les ponts qui au-dessus du Litanie? Est-ce qu'il y a là une volonté, on va dire, d'empêcher le Hezbollah, les terroristes du Hezbollah, de descendre dans le sud? D'abord, comme vous savez, le Litanie, il est parfois à 30 km de la frontière israélienne, mais parfois il est à 4 km. Oui. Puisque la frontière israélienne n'est pas une ligne droite. Et le fleuve est lui-même un fleuve qui est serpenté, qui serpente. Donc, nous avons donc détruit ces ponts qui traversent le Litanie, qui étaient en fait les ponts qui assuraient le mouvement, comme on l'avait dit, l'entrée et la sortie des forces du Hezbollah du sud au nord, du nord au sud. Là, nous avançons et il n'est pas impossible que nous essayions également de les prendre en étau dans la région du sud, puisqu'il y a encore des milliers de membres du Hezbollah, des terroristes du Hezbollah, entre autres des terroristes de l'unité Radwan, l'unité spéciale du Hezbollah, qui était, je vous le rappelle, préparé à vouloir envahir le nord d'Israël. C'était un des plans du Hezbollah. Et donc, aujourd'hui, une des tactiques de Tzahal, d'Israël, est d'empêcher le Hezbollah qui est au sud de remonter pour pouvoir l'éradiquer. Ah, c'est plutôt de les empêcher de remonter vers le nord, c'est-à-dire il y en a qui voudraient, les forces de Radwan par exemple voudraient remonter vers le nord, ou ils voudraient rester dans la zone de sécurité? On va laisser votre question, si vous me permettez, avec un point d'interrogation. Bon, d'accord. On va effectivement. Mais concrètement, vous êtes en train de nous dire que ça risque d'être une campagne relativement longue, en plusieurs semaines, plusieurs mois? On en est juste seulement au début. On a à peine commencé cette opération et effectivement, il faut s'attendre à une opération plus longue en tout cas, mais elle est autant prioritaire que la campagne contre l'Iran. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une interconnexion, entre la guerre contre l'Iran et la guerre ou la campagne contre le Hezbollah, parce que le poumon du Hezbollah, c'est l'Iran. L'argent de Hezbollah, c'est l'Iran. Et si l'Iran est atteinte, si l'Iran ne peut plus être ce qu'elle était pour le Hezbollah, eh bien le Hezbollah risque d'être asphyxié. Donc nous voyons ici une relation interconnectée entre les deux campagnes, et d'où l'importance qu'elles soient menées en parallèle. Alors, Olivier, vous connaissez très bien cette région du Sud-Liban. Vous étiez même sur place, bien entendu, à l'époque du retrait israélien du Sud-Liban en mai 2000. Qu'est-ce qui peut changer entre cette zone de sécurité qui était en vigueur à l'époque jusqu'au retrait israélien du Sud-Liban et ce que l'armée israélienne tente de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui change, à votre avis? Encore une fois, je ne voudrais pas trop donner de direction parce que d'abord, nous sommes toujours dans cette campagne aujourd'hui et comme vous l'avez dit, il y a déjà 2 divisions à l'intérieur. On parle ici d'une campagne qui a un but
qui est de changer une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes, la menace du Hezbollah et de ne plus revenir à des situations que nous connaissons dans le passé. Vous me parliez du sud Liban dans les années 2000, que nous avons quitté. Effectivement, j'y étais pendant des années. On s'était rencontrés d'ailleurs plusieurs fois, je crois, à la frontière nord. Oui. Et il est hors de question de nouveau de laisser ce Hezbollah qui est comme une sorte de menace qui à chaque fois refait surface chaque année, chaque quelques années, de nouveau d'être une menace pour Israël. On voit les kibboutz, les villes israéliennes sous la menace du Hezbollah. On voit la détresse économique, la détresse sociale des gens qui ne peuvent pas avoir une vie normale à cause du Hezbollah. Et encore, pourquoi le Hezbollah attaque Israël? C'est parce que l'Iran lui demande. Il n'y a aucune raison que le Liban et Israël soient en guerre. Aucune raison. Mmh. Et ces deux pays aujourd'hui pourraient tranquillement vivre en paix, avoir une frontière sereine, si le Hezbollah n'était pas présent. Donc il faut à un moment donné arrêter. Je pense que le monde commence à comprendre que le Hezbollah est pas seulement l'ennemi, mais l'obstacle à une amélioration de la situation au Liban. Le gouvernement libanais aujourd'hui a expulsé des membres des unités Quds iraniennes qui commandent en fait et qui dirigent le Hezbollah. Il y a une volonté du Liban de mettre le Hezbollah dehors, en tout cas de le démilitariser, de le démanteler de ses armes, de le désarmer, pardon, mais ils ne sont pas capables de le faire. Et aucun autre pays n'est capable de le faire. Et toutes les discussions qu'il y a eu jusqu'à maintenant, et les colloques et les négociations n'ont abouti absolument à rien. Il y avait plus d'un an, depuis novembre 2024, pour que le Liban, selon l'accord de cessez-le-feu, désarme le Hezbollah. Résultat, on a un Hezbollah encore plus fort, plus armé et plus agressif. Donc Tsahal et Israël doivent faire le travail pour Israël, évidemment, pour la sécurité d'Israël, mais également pour la sécurité du Liban. C'est quelque chose qui doit ouvrir une nouvelle page entre les relations israélo-libanaises. Et ce qui est certain, c'est que nous avons un ennemi qui est agressif, qui est déterminé, et nous devons y aller avec des plans précis qui d'ailleurs ont été hier en partie ratifiés par le chef d'état-major général Eyal Zamir, qui était sur place pour donner son accord sur les plans d'action pour les prochaines étapes. Alors un mot, parce qu'on vient de l'apprendre, Ofer Moshkovitz qui a été tué hier, on pensait qu'il avait été tué par un missile ou un drone du Hezbollah. Il s'avère qu'apparemment c'est un tir de missile israélien qui l'a fauché. Vous avez une précision, une explication à ce qui s'est passé là-bas, à Misgavam? Tout d'abord, Tsahal évidemment est en contact avec la famille depuis le départ. Lorsque l'information a été vérifiée et a été malheureusement connu finalement, Tsahal évidemment a communiqué cette triste nouvelle à la famille Moskowitz que nous embrassons et que nous saluons dans cette situation terrible, tragique. C'était un homme exceptionnel, je connaissais personnellement. C'était vraiment, un symbole de la résilience israélienne, du sionisme au nord d'Israël. Il était lui-même agriculteur avec des dizaines de dunams d'avocats. Dans cette situation où il y a eu ici un tir ami qui a malheureusement fauché un citoyen israélien, nous le disons quand malheureusement cela arrive, mais il est clair que toute cette situation dramatique, cette tragédie qui est arrivée hier, est due à cette menace du Hezbollah que nous combattons, que nous devons absolument éradiquer. Et encore une fois, c'est le résultat d'une situation qui reste totalement inacceptable, intolérable pour Israël. Nous ne pouvons pas continuer à avoir le Hezbollah à la frontière et nous le combattons. Et hier, malheureusement, dans ce cadre-là, un tir ami. Vous savez que le kibbutz de Misgavam se trouve enclavé pratiquement dans le territoire sud-libanais, près du village d'Aïssé. Et donc, les forces sont sur tout le territoire actuellement sud-libanais au sud. Et c'est pas impossible qu'il y ait eu des cellules du Hezbollah pas très loin. Et le tir, malheureusement, a touché le point le plus au nord d'Israël, qui est ce kibbutz Misgavam. Encore une fois, une tragédie. Et évidemment, Tsahal
exprime sa plus grande solidarité avec la famille et évidemment il envoie ses condoléances à la famille moscovite. Alors une dernière question, on aurait dû en parler, consacrer peut-être notre entretien à ce front, c'est le front iranien, mais effectivement on voit que les choses sur place continuent à se dérouler, on va dire relativement sereinement, même s'il faut vanter bien entendu les mérites des pilotes de l'armée de l'air israélienne qui continuent leur raid, on va dire de manière régulière, à un rythme assez impressionnant. Comment on peut définir les succès contre le régime iranien? Est-ce que où on en est dans ces tirs, dans ces frappes, et est-ce que chaque jour, on va dire, apporte, on va dire, un affaiblissement conséquent du régime iranien? Là aussi, il faut être prêt à une campagne qui va durer encore plusieurs semaines, Daniel. Je le dis parce que je sais que la population, les gens demandent, se posent des questions par rapport aux fêtes, par rapport à leur famille, par rapport à des voyages. Nous sommes dans une guerre existentielle. Je le dis à chaque fois, je pense que vous avez dû m'entendre plusieurs fois sur les ondes. Je répète cette phrase, c'est pas une phrase anodine que je dis et que nous disons. Le régime des mollahs, 92 millions d'habitants, s'est préparé à la guerre depuis des années pour détruire l'État d'Israël. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est protéger Israël pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et ce n'est pas non plus des mots anodins que je vous dis maintenant. Ça veut dire que les opérations continuent, selon des plans extrêmement précis. Depuis 2 jours, nous frappons pour la première fois depuis le début des opérations des objectifs militaires et du régime dans le nord de l'Iran. Nous parlons ici de distances extrêmement importantes entre l'État d'Israël et l'Iran. Les gens sont habitués maintenant pratiquement à savoir que les avions israéliens et les pilotes israéliens, tous les jours, font le balai entre les aérodromes militaires israéliens et les cibles en Iran. Mais nous parlons ici d'une prouesse militaire, une prouesse technique et technologique. Pour revenir à votre question, il y a encore des milliers de cibles à traiter avec nos alliés américains. Il y a toujours un danger. Nous voyons toujours des missiles lancés par l'Iran, encore cette nuit, encore ce matin. Et tout cela réuni fait que les opérations avancent, mais nous devons continuer et espérer aussi à un moment donné que grâce à cette opération, le peuple iranien sortira dans la rue pour se libérer du joug des mollahs. Eh bien, colonel Olivier Rafovitz, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, de nous avoir fait ce point sécuritaire sur ce qui se passe dans les 2 principaux fronts, le nord avec le Hezbollah et bien entendu l'Iran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt Olivier. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Aryeh Ben-Semoun, directeur général d'Elnet France. Aryeh, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors à chaud, je voudrais que l'on analyse les résultats de ce second tour des élections municipales en France. Est-il exact de dire que l'alliance entre le PS et la France Insoumise s'est soldée par un échec? C'est le moins que l'on puisse dire. C'est une compromission, une trahison des principes mêmes qui ont toujours animé le Parti socialiste, qui a fait la morale à tout le monde, notamment à la droite, pour qu'elle ne s'allie jamais avec l'extrême droite à l'époque, on s'en souvient. On se souvient du Front National, du cordon sanitaire, de faire barrage républicain, etc. Depuis au moins le 7 octobre 2023, nous savons que le nouveau parti qui doit être combattu, qui doit être isolé, eh bien c'est la France Insoumise, pour le comportement que ce parti a pu avoir avant, pendant et après le 7 octobre, qui a clairement montré son obsession anti-juive, anti-israélienne, anti-républicaine, favorable aux islamistes, partisan d'un vote communautariste. Bref, ce parti a fait parler de lui dans les termes que chacun connaît maintenant. Il n'est point besoin de trop les rappeler. Et donc, le fait que le Parti socialiste, qui avait annoncé avant le premier tour de l'élection municipale qu'il n'y aurait aucune alliance avec la France insoumise, qualifié par eux-mêmes de parti passionnément antisémite, je cite, donc il était évident qu'il ne devait y avoir aucune alliance, et comme nous nous y attendions d'ailleurs, personne n'était véritablement dupe, eh bien Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a fait une déclaration ambiguë qui a ouvert la porte à des alliances soi-disant, alors je mets ça entre guillemets, techniques,
au niveau local, avec des fusions de listes, avec des ralliements, avec des unions absolument scandaleuses. Et je pense que le point d'orgue a été atteint dans notre bonne ville de Toulouse, cher Daniel, où le Parti socialiste, arrivé second derrière le Parti de la France insoumise, a décidé de faire fusionner ces listes entre les deux tours, toute honte bue, alors que au niveau local également, François Briançon avait juré grand Dieu qu'il n'y aurait pas d'alliance avec la France insoumise. Et puis, au lendemain du premier tour, quand ils ont additionné leurs votes et qu'ils ont vu qu'à 2, 1 plus 1, ça pouvait faire plus que 52% des voix, ils n'ont évidemment pas hésité à s'allier, trahissant ainsi la parole qu'ils avaient donnée, trahissant les règles qui étaient en vigueur, et puis... Finalement, la réélection à Toulouse de Moudenc, c'est une sorte de réveil citoyen encourageant ? Ah oui, c'est un rejet d'ailleurs que l'on a constaté un peu partout en France. La gauche républicaine, la gauche de gouvernement, ne veut pas d'alliance avec un parti extrémiste, et la LFI, c'est d'ailleurs même pas un parti, c'est une secte dirigée par un gourou, et encore une fois, je le répète, qui a fait du communautarisme et de la population issue de l'immigration qu'elle a en permanence encouragé dans le pire, dont elle a fait sa cible électorale, un parti qui est obsédé par la détestation, comme je le dis tout à l'heure, et je vais le répéter parce que c'est important que tout le monde l'entende, des Juifs et d'Israël. Je rappelle que dans la ville où l'ignoble Mohamed Merah a perpétré les attentats de mars 2012, en tuant des soldats français, mais également en exécutant des enfants juifs dans une école juive à Otsara Torah, avec le père de 2 d'entre eux et la petite fille du directeur Yaakov Monsonego. Personne d'entre nous, évidemment, ne peut l'oublier. Que dans cette ville-là, le Parti socialiste ait fait une alliance avec la France insoumise, qui a glorifié le Hamas, qui a déclaré que le Hamas est une organisation résistante, dans la ville où Mohamed Merah a assassiné des enfants juifs et des soldats, alors qu'il est ému lui-même par la même idéologie que celle de ce Hamas dont la France insoumise a fait un mouvement de résistance. Donc c'est absolument inacceptable, c'est indigne, et nous n'avons pas hésité, comme vous le savez Daniel, à qualifier ce comportement de collaboration avec le pire ennemi qui soit de la République. Alors, Moudenc, soutenu par une immense majorité des Toulousains, a retourné le vote. Nous nous y attendions un peu, mais nous n'étions pas certains que cela se produirait. On ne sait jamais quand on quand on se lance dans une élection. Et le résultat, c'est clair, c'est 54% pour Jean-Luc Moudenc et 46% pour l'alliance scandaleuse France Insoumise, Parti Socialiste. Donc c'est clair, les Français ne veulent pas de cette alliance. La démonstration est faite que toute alliance avec ce parti extrémiste qu'est la France Insoumise est vouée à l'échec. C'est un message important à envoyer pour l'élection présidentielle qui aura lieu. Alors est-ce que les résultats de ces élections municipales peuvent nous permettre de tirer des conclusions sur ce qui se passera dans 1 an au présidentiel ? Bon, là, d'abord, il faut comparer ce qui est comparable. Nous sortons d'une élection municipale, c'est-à-dire que c'est une élection particulière qui ne correspond pas du tout au modèle de l'élection présidentielle majoritaire à 2 tours que nous connaissons bien. Donc, on ne peut pas vraiment établir des relations. Qu'est-ce que l'on observe ? On observe 2 choses qui sont importantes. D'abord, on parlait du Rassemblement national qui continue son enracinement dans le territoire, dans les régions, dans les villes françaises, et qui, on le verra quand on aura terminé de faire tous les comptes, aura augmenté de manière significative le nombre de personnes qui vont participer dans des conseils municipaux. Il y a des villes qui ont été gagnées par le Rassemblement national ou par ses alliés. Je rappelle que Éric Ciotti, qui est le président de l'Union des droites et qui était candidat à Nice avec le soutien du Rassemblement national, a gagné la ville sur Christian Estrosi et il est devenu le nouveau maire de Nice. C'est-à-dire que le RN continue son implantation. Il a pas fait vraiment des étincelles, mais il a amélioré ses positions et donc il reste un candidat extrêmement sérieux
gratifié de sondages très positifs pour l'élection présidentielle. S'agissant de la gauche, on a appris une chose très importante. Le Parti socialiste, quand il est dirigé par quelqu'un comme Olivier Faure, est prêt à tous les compromis et à toutes les compromissions, s'il pense qu'il peut en tirer un bénéfice électoral. Et donc ça, c'est un message à envoyer à la gauche. Si vous abordez l'élection présidentielle avec la même direction du Parti socialiste, vous aurez le même résultat. Donc aujourd'hui, c'est le grand défi, finalement, c'est de bouter Olivier Faure hors du Parti socialiste et de faire en sorte que la gauche française se dote à nouveau d'un parti républicain, démocratique, dont nous avons d'ailleurs besoin de manière générale pour nourrir le débat démocratique dans la société française. Et puis un mot sur Paris, Arié. On avait le sentiment que Rachida Dati allait l'emporter. Peut-être que c'était une mauvaise impression, mais en tout cas, effectivement, on a vu que c'est le candidat socialiste, Grégoire, qui lui est passé devant. Est-ce que finalement, Sarah Knafo n'aurait pas pu, d'une certaine manière, permettre, favoriser la victoire de Rachida Dati ? Non, ça c'est vraiment le fantasme. Sarah Knafo s'est invitée dans cette compétition uniquement pour faire parler d'elle, alors qu'elle n'avait aucune possibilité de remporter la ville de Paris. Elle fait sa propre promotion. Bon, enfin, on est dans une démocratie, on le dit, on le répète, c'est tout à fait son droit de présenter à l'élection qu'elle veut. Mais elle est arrivée avec cette idée de faire l'union des droites. Bon, enfin, si vous voulez faire l'union des droites, vous commencez par une chose, c'est de ne pas la diviser. Donc si Sarah Knafo avait vraiment voulu l'union des droites, elle ne se serait pas présentée, sachant qu'elle n'allait faire qu'un score très mineur. Ce qui a été le cas, elle a fait 10% à peine, tout juste de quoi se présenter, et à la fin, pour finir par retirer sa candidature, tant elle savait que cela ne mènerait strictement à rien. Mais ce qui a posé problème à Rachida Dati, c'est finalement la division de la droite, parce que Rachida Dati représentait les Républicains, une partie du mouvement Renaissance et le MoDem. Bon. Elle avait là les capacités, et en tout cas au début les sondages le laissaient penser, de faire un très bon score au premier tour et probablement de l'emporter. La division de la droite, avec une candidature qui était celle de Pierre-Yves Bournazel et celle de Sarah Knafo, avec laquelle de toutes les façons elle ne pouvait pas se rallier, parce que Sarah Knafo c'est quand même la compagne de Zemmour, et donc du parti Reconquête, qui se trouve très à droite de l'échiquier politique. N'oublions pas que le parti Reconquête siège au Parlement européen. En tout cas, c'est le cas de Sarah Knafo, qui est la seule élue à l'heure où nous parlons du parti Reconquête, avec le groupe des nations souveraines, dans ce groupe on va retrouver notamment Alternative für Deutschland, le parti néo-nazi allemand. N'ayons pas peur des mots et ne soyons pas pudiques au point de ne pas dire la vérité, ne nous réfugions pas dans le déni. Donc c'était impossible de faire quoi que ce soit. Donc à partir de ce moment-là, Rachida Dati a fait un premier tour à 25% quand elle aurait dû en faire un à 35%. Et vous savez comment ça fonctionne dans une élection politique. Quand vous n'avez pas de dynamique de premier tour, vous entraînez pas les électeurs avec vous. Au soir du premier tour, les électeurs de droite à Paris ont considéré que c'était plié et qu'elle n'avait aucune chance. Et hier, pour le deuxième jour de l'élection municipale, ils sont partis en week-end. Voilà, c'est tout simple. Ils n'ont pas voté. Et ils ont laissé un boulevard à Emmanuel Grégoire, qui l'a emporté haut la main, avec un score que nous n'attendions pas, mais il a gagné haut la main, et par conséquent, il est le nouveau maire de Paris, ce qui nous met dans une lignée qui est celle de Bertrand Delanoë, qui a fait 12 ans, Anne Hidalgo, qui a fait 12 ans, et probablement Emmanuel Grégoire, qui fera 12 ans. Donc, disons-le clairement, pour la droite à Paris, c'est probablement perdu. Pour toujours, je ne sais pas, mais perdu de chez perdu. Donc ça veut dire pour la présidentielle, Daniel, que si la droite veut exister dans l'élection présidentielle, il faut qu'elle parte unie. Il faut un seul candidat qui va de Édouard Philippe à Bruno Retailleau. Il faut un seul candidat. C'est la seule chance pour que la droite puisse être présente au
second tour de l'élection présidentielle. Donc c'est des enseignements qu'il va falloir tirer, mais vous savez comment sont les responsables politiques. Ils vous expliquent qu'il faut tirer les enseignements en espérant que les conclusions leur seront toujours favorables. Alors tout le monde veut l'union, mais la veut autour de soi. En matière de démocratie et de complications politiques, personne n'a de leçons à donner aux Israéliens. Et c'est tant mieux comme ça, parce que c'est aussi le prix de la démocratie. On ne peut pas dire on veut la démocratie. Israël est une très grande démocratie, mais en même temps on aimerait bien qu'elle le soit un peu moins. Non, moi je suis un vrai démocrate, je crois au débat politique, je dis juste que les gens doivent prendre leurs responsabilités. Si vous voulez atteindre un résultat, vous devez vous en donner les moyens. Et vous devez faire des analyses qui ne sont pas dans le déni. On ne peut pas inventer des situations qui n'existent pas. Et nous l'avons dit, nous n'avons pas attendu le deuxième tour de l'élection pour le dire. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, nous l'avons essayé de partager cette information. Et malheureusement, il faut croire que elle n'a pas été, bien entendu, le résultat des courses, c'est celui que nous avons. Mais encore une fois, les municipales, c'est très important. C'est l'élection qui est la plus que les Français affectionnent le plus, parce que c'est l'élection du quotidien, de la proximité et de la vie politique au service de chaque citoyen. Mais c'est le premier étage vers l'élection suprême, qui est l'élection présidentielle en France, comme vous le savez, et qui aura lieu dans exactement un an et quelques jours. Et donc aujourd'hui, le danger, ce serait d'avoir le choix entre un candidat du Rassemblement national et un candidat de la France insoumise. Ça n'est pas impossible. On sait très bien que lorsque Jean-Luc Mélenchon entre en campagne, c'est un bretteur extrêmement sophistiqué, et il peut démarrer à 11 ou 12% et finir à 20%. Donc le risque existe, et la société politique française, nous sommes dans une situation qui est chaotique, pour ne pas dire cataclysmique, une situation économique, sociale, sécuritaire, identitaire, démographique, démocratique, qui est absolument terrible. C'est pays au bord de la faillite économique et morale. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Oui. Et tout le monde attend beaucoup de cette élection de 2027. Il faut qu'elle soit l'occasion d'un vrai reset, d'un vrai redémarrage de la société française, et que les responsables politiques viennent avec un discours de vérité, parce qu'il va falloir faire de vrais efforts, de très gros efforts. L'endettement, le déficit public, les services publics qui sont effondrés, la justice, la police, l'éducation, bref, tout est à revoir, tout est à refaire, mais c'est un chantier gigantesque qui n'a pas été engagé depuis une trentaine d'années. On a toujours cru que le dernier président allait faire le job. Macron l'a pas fait, pas pu le faire, pas voulu le faire, je ne sais pas. Avant lui, François Hollande, on en sait quelque chose, et puis Sarkozy n'avait pas fait beaucoup mieux en son temps. Donc aujourd'hui, il va falloir véritablement peut-être un petit coup de pouce du ciel, un vrai miracle, mais surtout des responsables politiques courageux et déterminés à changer les choses. Merci beaucoup, Arié. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et bonne continuation. À bientôt, Shavuot Tov.